La leçon de Jean-Yves Le Drian aux Libanais. Le ministre est à Beyrouth. Il réclame la concrétisation des réformes d'urgence. Près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Effort diplomatique au Mali, 5 présidents africains sont à Bamako. Ils tentent de recoller les morceaux entre l'opposition et le président Ibrahim Boubacar Keïta. On fera le point sur les négociations avec Erwan Sheks. 6 milliards 500 millions d'euros, le gouvernement français vole au secours des jeunes, alternance, prime à l'embauche, contrat aidé, on lève le voile avec Myriam Mascarello. Bonjour à tous, Jean-Yves Le Drian n'a pas caché son impatience, voire son irritation. Le ministre français est à Beyrouth. Il presse les autorités libanaises à concrétiser les réformes dans l'électricité, la justice, l'économie. Le pays du Cèdre est en faillite et espère obtenir 10 milliards de dollars du FMI. Ethan Hadji. À la fois allié fidèle et créancier intraitable, c'est aujourd'hui la position difficile de la France face au Liban. À l'heure où ce pays est plongé dans une crise économique majeure, le chef de la diplomatie française reçu à Beyrouth n'a fait preuve d'aucune indulgence à l'égard des responsables, les exhortant à accélérer le rythme des réformes. Il est aujourd'hui urgent et nécessaire de s'engager de manière concrète dans la voie des réformes. Et c'est le message que je suis venu transmettre à toutes les autorités libanaises et à l'ensemble des forces politiques. Le Liban est aujourd'hui en cessation de paiement. Les créanciers lui réclament 90 milliards de dollars, soit 170% du PIB national. Le pays a adopté un plan de relance fin avril et promis des réformes. Il compte désormais sur une aide d'environ 10 milliards de dollars du FMI. Mais les négociations entamées avec le fonds sont toujours au point mort. En attendant, ce sont les Libanais qui paient le prix fort. La dévaluation massive de la monnaie locale a porté un coup fatal au pouvoir d'achat. Our dollars, mine and my parents for instance, are stuck in a bank and we can only withdraw them in Lebanese pound, which has lost more than 80% of its value on the black market and most probably it will plunge even more. حل الفرصة إنه يقدر يسافر ويفل من هذا البلد أكيد ما يقصر. لأن لا بسنة ولا بسنتين ولا ب10 بيمشي حاله هذا البلد. Selon des statistiques officielles, près de la moitié des Libanais vit dans la pauvreté. 35% de la population active est au chômage. Une journée de négociation au Mali. 5 présidents d'Afrique de l'Ouest se sont posés ce jeudi à Bamako. Ils mènent une médiation alors que la crise politique s'est aggravée dans le pays. Un mouvement de contestation s'est formé contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ses opposants lui reprochent beaucoup de choses. La corruption, le marasme économique, l'insécurité aussi. On retrouve Erwan Sheks à Bamako, joint un peu plus tôt. Les Maliens attendent beaucoup de cette journée et de l'aveu même de certains leaders, de certains acteurs qui sont au cœur de cette crise, eh bien, cette rencontre aujourd'hui pourrait être un tournant pour la résolution de cette crise malienne. Rendez-vous compte, 5 chefs d'État africains de la sous-région qui viennent aujourd'hui au Mali. C'est une première dans le cadre d'une mission de médiation de la CEDEAO. C'est dire à quel point le Mali est un pays charnière, est une clé de voûte pour la stabilité du Sahel et plus largement de la sous-région. Alors, au menu de ces négociations, de ces discussions aujourd'hui, les questions liées aux institutions. D'abord, la Cour constitutionnelle avec le règlement, le remembrement d'une nouvelle Cour dans un cadre plus concerté, une nouvelle Cour qui doit être nommée rapidement et qui serait chargée de réexaminer le contentieux électoral né des dernières législatives. Et puis la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ça, c'était les recommandations qu'avait émis la précédente mission de la CEDEAO qui était encore dans la capitale malienne il n'y a même pas une semaine. Le mouvement Black Lives Matter se poursuit aux États-Unis, à Portland notamment, où Donald Trump a envoyé des agents fédéraux. Ils sont censés épauler la police locale, mais leur action est parfois très critiquée. Voyez pourquoi avec nos envoyés spéciaux Loïc Piala et Alissa Caverlet. Les nuits calmes attendront. D'un côté de la barrière, le jet de gaz lacrymogène pour protéger le palais de justice de Portland. De l'autre, des manifestants bien préparés. Yeah, it's not super strong, but it'll keep you safe from rubber bullets, which they fire at us very liberally. So we just do what we can to protect each other.
Clairement, la présence d'agents fédéraux n'a pas restauré la loi et l'ordre ici à Portland. Mais la soirée a démarré de manière pacifique avec un groupe de mères de famille déterminés à assurer la protection des manifestants et à laisser entendre le message Black Lives Matter. Le mur des mamans, pas forcément le type de mur que Donald Trump avait imaginé. En quelques jours, ce groupe de mères de famille a capté l'attention de tout le pays. Mais elles ont été claires, elles sont au service d'une seule cause. Comme ailleurs, les habitants de Portland ont manifesté après la mort de George Floyd, mais eux ne se sont jamais arrêtés. Mais même ici, le mouvement commençait à s'essouffler. Le déploiement d'agents fédéraux aux tactiques controversées lui a redonné de l'énergie. I woke up to like armored men in my face, dude. You know what I mean? It's terrifying whenever you got these Vortex soldiers coming. The fact that people are getting nabbed in unlabeled vans, that's not okay. We have rights in this country, supposedly. Et l'un de ces droits, c'est celui de manifester. Les habitants de Portland ont bien l'intention de continuer à l'exercer. Les États-Unis qui restent embourbés dans la crise du Covid-19, le pays vient de franchir la barre des 4 millions de cas. En 2 semaines, 1 million d'Américains ont été testés positifs. Et puis en France, le gouvernement ne veut pas de génération sacrifiée à cause de l'épidémie. Jean Castex a présenté tout à l'heure un plan destiné à la jeunesse. Bonjour Myriam Mascarello. Bonjour Julien, bonjour. L'enveloppe est plutôt alléchante, 6 milliards 500 millions d'euros sur 2020-2021. Oui, avec une mesure phare qui est la prime à l'embauche. Parce que l'idée du gouvernement, c'est qu'il faut frapper vite et frapper fort pour faire en sorte que effectivement les jeunes ne restent pas au chômage, ne restent pas sur le carreau et que l'économie redécolle. Donc la mesure phare, c'est la prime à l'embauche. Jusqu'à 4 000 euros par an pour les employeurs qui signeraient, avec des jeunes de moins de 25 ans, un contrat d'au moins 1 an, et même si le salaire est égal à 2 fois le SMIC, c'est-à-dire 3 000 euros. Ça, on va dire, c'est la formule luxe. Mais ces primes à l'embauche, elles existent même si vous signez des contrats moins longs. Donc vraiment, l'idée, c'est que 450 000 contrats soient signés d'ici le mois de janvier prochain. Et ça, déjà, ce serait une dépense de 1 milliard 200 millions d'euros. Donc, vous voyez, l'idée de frapper vite. Il y a plein d'autres mesures, on ne va pas toutes les détailler. Mais en gros, c'est forte incitation aussi sur les contrats en alternance, l'apprentissage, quand vous êtes dans une entreprise et en même temps en formation. Alors là, ce sont des primes de 5 000 euros par exemple par an si les jeunes sont mineurs et jusqu'à 8 000 euros par an si les jeunes sont majeurs. Ce sont des incitations très fortes. Il y a aussi pas mal de choses qui sont proposées dans la formation pour des jeunes gens qui sont à l'université mais qui sont en échec dans l'enseignement supérieur. Eh bien, on propose 100 000 places de formation dites qualifiantes, donc qui amènent vers des métiers, notamment par exemple les métiers de l'écologie. Vous avez des emplois aidés pour les jeunes qui ne trouvent vraiment pas de travail, on dit éloignés de l'emploi, ou même ce qu'on appelle les garanties jeunes, qui sont des dispositifs d'insertion. Là, ce sont pour des jeunes gens qui n'ont ni formation, ni emploi. Voilà. Et tout ça, c'est donc éviter, vous l'avez dit, une génération sacrifiée. On l'a connue en Europe déjà, après la crise de 2008-2010, les jeunes Italiens, les jeunes Grecs, les jeunes Portugais, les jeunes Espagnols, et pas que, mais en particulier dans ces pays-là, on a pu parler de génération sacrifiée. Et plus largement, bien sûr, l'objectif, c'est d'effacer toute trace de l'épidémie sur l'économie. Oui, c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs Bruno Le Maire, chiffre à l'appui devant les députés ce matin, puisqu'il présentait la nouvelle loi de finances, et il disait, en gros, la crise du Covid a coûté 4 points de PIB à la France. C'est énorme, 4 points de PIB. Et l'idée, c'est de retrouver dès 2022, donc dans 2 ans, le niveau de richesse qu'on avait en 2019, de regagner ces 4 points de PIB. Et c'est vrai que si on regarde l'impact macroéconomique de la crise, eh bien, la prévision pour notre richesse, notre croissance, qui en fait est une croissance négative pour l'année 2020, c'est moins 11%. Et si on ne fait rien, le rebond, normalement, c'est plus 8% en 2021. Donc l'idée, c'est que le gouvernement rajoute donc les 100 milliards d'euros de plan de relance, dont les 6,5 milliards de plan jeune dont on vient de parler, pour rebondir encore plus loin. Et déjà, on va dire qu'il y a des prémices de signes positifs. Si vous regardez par exemple le chômage partiel, qui a été l'arme absolue pour éviter de détruire des emplois en France, eh bien, il concernait 8 800 000 personnes, presque 9 millions de personnes en avril dernier. On est passé en mai à 7 900 000.
on est en juin à 4 500 000, c'est bon signe. Et puis vous avez en parallèle le moral des patrons, qui sont quand même ceux qui mettent au chômage partiel ou qui embauchent. Et ce moral des patrons, il était effondré en avril, puisque c'est le pire de la crise, 54 points. Et puis vous voyez qu'en juillet, là, nous sommes à 85 points. La moyenne de long terme, c'est 100. Donc on a presque retrouvé le moral à la tête des entreprises françaises. Merci beaucoup Myriam Mascarello. L'info continue sur France 24.